Bonjour. La construction de la pensée, c'est le sujet de cette vidéo. Je vous avoue que j'ai mis longtemps avant de pouvoir me décider à faire cette vidéo parce que c'est un sujet assez compliqué. Pour moi, il est facile, bien sûr, mais il prend plusieurs pages dans le livre. Ici, la Grèce, berceau de l'humanité. Donc, il a fallu que je fasse une sorte de synthèse. Donc, la pensée n'est pas quelque chose d'individuel. Contrairement à ce que pensent, à ce que croient les individualistes de notre époque et égocentriques, qui sont légion, la pensée est quelque chose qui a plusieurs millions d'années, puisque quand l'hominisation s'est terminée, c'est-à-dire que l'homme est passé du stade animal à celui d'homme, d'anthropos, hein. Je vous ai déjà expliqué que moi j'utilise le terme d'anthrope. On dit bien misanthrope ou philanthrope. Pourquoi ne pas utiliser directement anthrope? Alors l'anthrope, l'être humain si on veut, date de millions d'années. Le professeur Aris Poulianos, qui vient d'avoir 96 ans cet été, nous expliquait, lorsqu'il a découvert et nommé l'archanthrope de Petralona, homme du début, puis ensuite sur quelques kilomètres à la ronde de la grotte, découvert des ossements humains datant d'à peu près 13 millions d'années et des outils. Il nous explique que ces gens-là, ces anthropes-là, parlaient, ils avaient un langage bien entendu, parce que leur crâne montre que le cerveau se trouvait dans l'axe de la colonne vertébrale et qu'il avait de l'aplomb, qu'il était debout, erectus en latin, orthios en grec. Donc, pour être capable de faire ces outils, de fabriquer tout ce qu'ils fabriquaient, des outils parfaits, ils étaient obligés d'avoir une langue. Ils parlaient entre eux, donc ils pensaient, et la pensée est bien évidemment quelque chose de collectif. Ce n'est pas individuel. Chacun n'a pas, depuis que les anthropes existent, eu sa propre pensée individuelle à lui. C'est complètement ridicule. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. On verra par la suite, vous avez vu le prêt-à-penser et le laïus commun. Bon, c'est comme ça que ça a évolué, mais bon. À l'origine, la pensée est commune et c'est le propre de l'homme. Hein? Ils font tout ensemble. C'est-à-dire, ils ont fabriqué ensemble ces outils et la pensée était vraiment quelque chose de construit. Construit grâce à quoi? À leur langue. Évidemment, ce n'était pas une langue comme nous avons, par exemple, en grec ancien, avec de la grammaire et quelque chose de parfait. Non, ce n'était pas non plus des grognements. Hein. On peut croire que les hommes polis, ça veut dire très. Poli,
pro-historiques, hein, c'est-à-dire pro-historiques. Ces hommes-là ne grognaient pas, ils avaient une langue. Et les langues parlées depuis quelques milliers d'années, en fait, sont très récentes, très modernes, sur la planète. Là, c'était des langues dont nous n'avons pas la trace. Et tous, ensemble, ils pensaient. Ils pensaient à faire ci, à faire ça. Ils ont pensé à faire du feu. Dans la grotte de Petralona, on a trouvé du feu sur toutes les strates, les 34 strates géologiques de la grotte. On a trouvé des traces de feu. Notamment une bien conservée sur la 11e strate qui date d'environ attendez, non, la 11e strate, c'est le crâne. Plus bas, dans une strate 23-24e strate, on a trouvé du feu, des traces de feu très bien conservées, qui se trouvent au musée de Petralona, au nord de Thessalonique. Et ces traces de feu nous indiquent que à l'époque, au 23e et 24e strates géologiques, se trouvaient des hommes qui pensaient, qui avaient fait du feu ensemble, qui avaient leur langage, leur langue pour communiquer. Donc, voilà où nous en sommes en ce moment de notre explication de la pensée commune. La pensée est quelque chose de commun, non individuel. Évidemment, quand les Grecs anciens, qui en fait ne sont pas si anciens que ça, hein, ont perfectionné cette langue initiée par les Sarakatsans. Il faut que vous regardiez mes vidéos précédentes pour comprendre ce que sont les Sarakatsans et l'origine de la langue grecque, plutôt hellénique. Lorsqu'ils ont commencé d'élaborer cette langue, la langue n'était pas écrite. Donc, nous pouvons juger de la langue uniquement par les parchemins que nous avons trouvés et qui nous expliquent absolument tout. C'est-à-dire que tout ce que nous savons de cette époque-là date de la littérature hellénique ancienne, des milliers de tomes écrits en grec ancien. Donc, moi, je n'ai pas la prétention de les avoir lus en grec ancien directement, je les ai lus en grec moderne, mais petit à petit, je m'initie au grec ancien, au grec homérique, parce qu'il se trouve que le grec que je parle tous les jours ici, eh bien, il a ses racines directes. Le grec a ses racines, c'est une langue qui est racine d'elle-même. Donc automatiquement, on cherche, on creuse et on se rend compte que, eh bien, c'est très facile à prendre le grec ancien, pas le grec ancien qu'on apprend dans les pays comme la France. Hein. Ça, c'est un peu quelque chose de... Écoutez, vous comprendrez bien que si, en France par exemple, vous avez des professeurs français, aucune racine grecque, n'ont jamais mis les pieds en Grèce, ne parlent pas grec. Ils enseignent ce qu'ils appellent le grec ancien à des Français dans un pays étranger. Comment voulez-vous qu'on puisse comprendre? C'est quelque chose d'à peu près qui fait partie aussi de cette espèce d'establishment et qui se retourne en fait contre les Grecs. Vous comprendrez petit à petit, parce que ce n'est pas facile, ce nouvel ordre mondial dont on nous rebat les oreilles, il existe bien. Il existe bien. C'est l'establishment
c'est le prêt-à-penser, le laïus commun, tout ce que je décris, il existe. Et tout se dirige contre les Grecs. C'est-à-dire que l'autre jour, je lisais quelque chose sur Facebook, hein, puisque vous savez que j'ai Facebook, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, un Grec qui mettait on ne veut surtout pas nous laisser lire toute la littérature grecque ancienne parce qu'on a peur qu'on se réveille. Effectivement, si on lit tout ça, ou si du moins on en lit quelques résumés, quelques livres, moi c'est mon cas, et sur le tard, hein, j'avais 60 ans quand j'ai commencé à m'occuper de ça. J'ai 68 aujourd'hui. Ça m'a ouvert l'esprit, j'ai tout compris. Avant j'étais une cruche. Franchement, je ne comprenais rien. Rien à rien. Maintenant, ça m'ouvre l'esprit. Donc, automatiquement, le grec, donc, sous sa forme parfaite, qui était le grec ancien, celui que connaissent les Grecs d'aujourd'hui, qui sont des gens, des personnes très instruites, linguistes, etc., qui ont décortiqué toute la langue, ils savent très bien que à l'époque le français, l'allemand, l'anglais, toutes ces langues européennes n'existaient évidemment pas, mais eux, ils avaient déjà leur langue pour s'exprimer. Alors, pour dire le mot penser, nous avons skeptomé, le verbe skeptomé. Et la pensée se dit skepsi. De là, le mot sceptique en français. Mais sceptique en français, ça n'a rien à voir avec skepsi, qui est la pensée pure. Sceptique, c'est oui, je suis pas sûre, hein, il y a une espèce de... C'est un peu péjoratif, c'est négatif, je suis sceptique, je ne crois pas vraiment, ça n'a rien à voir. Skeptikos, ça veut dire, c'est un adjectif, celui qui pense, qui est pensif, qui est perdu dans ses pensées. Donc, skeptomé, c'est cela. Skeptomé, en grec moderne, a sa racine en grec ancien. Et il veut dire, en grec ancien, il signifiait, si vous voulez, remarquer, faire attention et aussi analyser. C'est de là que vient le mot qui veut dire penser en grec. Le mot penser en français, il vient du latin qui signifie peser. Je ne vois pas le rapport. N'oubliez jamais que la langue française, je vous l'ai dit plusieurs fois, a été fabriquée à partir du bas latin. Le latin que parlaient les soldats ici pendant l'occupation des Romains. Hein? Donc les soldats parlaient le bas latin, pas le latin de Cicéron, le bas latin. De là, certains intellectuels dits français, hein, ont fabriqué cette langue il y a quelques siècles, ça ne fait pas très très longtemps qu'elle a été fixée, en prenant le bas latin. Mais ce n'est pas une langue qui a été faite par le peuple vivant sur le territoire appelé aujourd'hui France, puisqu'à l'époque il n'existait pas. C'était les Bretons, que je mets toujours en premier puisque je suis bretonne, les Normands c'était les Vikings, hein, et nous étions les Celtes. Donc
les Burgondes, ou même les Corses, hein, les Basques. Donc, le peuple français, francophone, est un peuple fictif. Peu importe, lorsque moi j'étais enfant et que j'apprenais le français, je peux vous dire que j'ai passé des heures merveilleuses avec cette langue qui était à l'époque une langue propre, une belle langue, propre à la réflexion et puis surtout à la poésie. Moi, quand je lisais, ne serait-ce que, allez, on va prendre, j'étais un peu plus âgée, François Mauriac, quand il nous parle de Jean Pellouer, qui était pourtant un mauvais bougre, pas beau, il décrit les choses avec poésie. Et c'est le baiser au lépreux, c'est vraiment mon livre préféré. François Mauriac, essayez de le relire, de le reprendre si vous êtes en confinement actuellement. Essayez de le commander ou de le trouver peut-être aussi sur Internet. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un petit exemple parmi tous les autres. Donc on avait une très belle langue. Moi, elle me suffisait, je n'avais pas besoin de faire des choses intellectuelles. Tout à coup, après mai 68, on a changé la donne et dans toute l'Europe, on a commencé, c'était le marché commun à l'époque, encore ici en Grèce par exemple, on a commencé à vouloir enseigner dans toute l'Europe des absurdités, des choses fausses, mais qui quand même arrangeaient bien cet establishment pour faire en sorte que les gens, les Européens deviennent illettrés, qu'ils ne profitent pas de leur héritage formidable. Je ne parle pas que de l'héritage grec, je parle de l'héritage européen en général. Hein. Ce pays qui a produit tant d'auteurs, tant d'intellectuels merveilleux, allemands, anglais, français, italiens, espagnols, etc. Eh bien, on a voulu nous priver de cet héritage pour justement pas nous éveiller et nous réveiller peut-être, et nous faire sombrer dans une espèce de léthargie intellectuelle, si bien que 2 générations plus tard, c'est-à-dire 50 ans, le QI des Européens a terriblement baissé. C'est une espèce de jargon dans toutes les langues européennes, même ici. Un jargon incompréhensible, de mots qui ne veulent rien dire, inventés. On a pris parfois certaines racines grecques, mais qui ne veulent... Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous dites tous pédophile. Le mot pédophile n'existe pas. Il n'existe pas. S'il existait, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Il voudrait dire que le pédophile est quelqu'un qui aime bien les enfants. Parce que philos, c'est l'ami, ami. Quand je veux dire ici que j'ai un ami, je dis au philosmo, mon ami. Philos, c'est l'ami. Pédi, c'est l'enfant. De là vient le mot pédiatre. Donc c'est l'ami de l'enfant. Donc le mot pédophile en français est impropre, n'existe pas. Par contre, si moi je veux dire, je crois que je l'ai dit, je l'ai écrit une fois à l'Académie française. Oui, j'ai reçu par email, j'ai reçu une réponse de l'un de ces imbéciles qui font la pluie et le beau temps maintenant et qui se croient, de ces égocentriques qui croient tout savoir. Et on m'a répondu des choses comme ça évolue, etc. C'est pas vrai. C'est faux. Évoluer, c'est une chose. Modifier, c'en est une autre.
Nous avons en français depuis très longtemps un mot directement tiré du grec actuel qui est pédérasta. Le mot en grec se dit pédérastis. Érastis, c'est l'amant. Hein? C'est de éros, érotas, qui veut dire l'amour charnel. Pas l'amour intellectuel ni moral, l'amour charnel. Érotas. Érastis, c'est l'amant. Et pédis, c'est, je vous ai dit, c'est l'enfant. Donc pédéraste est l'adulte qui a des rapports charnels, on dit maintenant sexuels, avec un enfant. Donc le mot existait, il existe, mais on a voulu faire quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas que ça. Il y a des milliers de mots comme ça, inventés, modifiés, qui ne veulent rien dire. Donc, nous nous retrouvons dans la situation où la construction de la pensée humaine se fait avec des matériaux impropres. Prenez la construction de la pensée, c'est comme construire une maison. Prenez, vous avez pour projet de construire une maison, d'accord? On va construire une maison. Il faut des matériaux. Celui qui est architecte, mais celui qui est aussi entrepreneur, ouvrier, etc., ils pensent en commun, ils mettent sur la table le projet, ils mettent ensemble tous les matériaux nécessaires. Et quand je parle de matériel, je parle de matériaux et de matériel, je veux dire aussi le projet par lui-même. D'accord? Eh bien, si l'architecte, qui est un mot directement tiré du grec architectonas, archi, ça veut dire le début. Je l'ai déjà expliqué. Archi, c'est le début. C'est pour ça que Aristotélianos a appelé l'homme du début archanthrope. Archanthropos, l'homme du début, l'anthropos du début. Donc, architectonas, tectoniki, c'est, si vous voulez, la technique, si on veut. Hein? C'est l'art et la technique en même temps. Du début. C'est la technique du début. Architecte, c'est un mot courant. C'est comme ça qu'on dit l'architecte en grec actuel. Donc, si l'architecte fait des erreurs dans ses plans, si le matériau choisi solide, le matériau solide choisi n'est pas bon, si les fondations ne sont pas assez profondes, ça s'écroule. Bon, ça c'est facile à comprendre. La construction de la pensée, c'est moins facile à comprendre et pourtant c'est la même chose. Nous avons toujours même, en grec, mais ça vient de Anaxagore, Anaxagoras, un grec d'Ionie qui a été le premier vraiment à donner les fondements de la philosophie dans l'Antiquité grecque. Anaxagore avait trouvé la notion de nous. Alors le mot nous n'a pas de traduction dans aucune langue, mais il s'utilise tous les jours et couramment encore. Lui, à l'époque, il a trouvé ce mot pour expliquer justement tout ce qui fait que l'homme, anthropos, pense
qu'il se détache du reste de l'univers, des animaux, des plantes, des minéraux, des planètes. Il est quelque chose d'unique parce qu'il a ce nous. Et pour lui, le nous englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a la perception, d'abord, la perception. Ensuite, il y a le jugement, puis la mémoire, puis la pensée. Tout cela, ça fait partie du nous. Le nous, nous dit-il, à l'époque, en grec ancien, traduit en grec, en français, ça veut dire au début, tout était chaos, house, chaos. Le nous est arrivé et il a mis de l'ordre. Voilà ce que dit Anaxagore. Donc, dans la construction de la pensée, nous avons, comme, si vous voulez, qui chapeaute, qui domine tout, nous avons le nous. La pensée est une partie du nous. À l'heure actuelle, la perception est faussée, le jugement est faussé, la pensée l'est aussi. Tout est faussé. Pourquoi? Parce que le véhicule de la pensée étant la langue étant modifiée, faussée, impropre, la langue précédant l'action, précédant la pensée, excusez-moi, la pensée précédant l'action qui en résulte est fausse. C'est clair, c'est facile à comprendre. La langue véhicule la pensée. La pensée précède l'action. Cette action-là, si elle a été mal pensée par une langue mal véhiculée parce que fausse, cette action est fausse. C'est ce qui explique le chaos auquel nous sommes revenus à l'époque actuelle, le chaos, celui dont parlait Anaxagore. Voilà le problème donc de la pensée. Qu'est-ce que le prêt-à-penser? J'ai inventé cette expression par rapport au prêt-à-porter dans les années 1950-60 qui a remplacé la couture de la couturière à la maison dont ma mère faisait partie et moi aussi, puisque moi j'ai beaucoup cousu quand j'étais mère au foyer, puisque c'était mon seul métier. Je cousais, je tricotais pour mon fils, je faisais beaucoup de choses, mes rideaux, etc. Comme mes sœurs d'ailleurs, c'est ce que nous avions appris et nous n'en sommes pas mortes. Donc à l'époque, on a sorti le prêt-à-porter pour évidemment les marques, la consommation, les marques, les lobbies, voilà, c'était parti. En même temps, on a inventé le prêt-à-penser. Donc, le prêt-à-penser, c'est tout ce que les cerveaux qui avaient été lavés déjà par le christianisme, hein, puisque le premier laveur de cerveau, ça a été le christianisme, bien sûr. Hein. Tout ce que savaient les gens ici, je vous parle sur toute l'Europe, mais le christianisme s'était allé dans le monde entier, le prosélytisme, hein, les Inuits qui vivaient tranquillement leur vie depuis des milliers d'années
avec leurs coutumes, leur langue, leurs croyances, se sont vus imposer le christianisme, les Inuits. Pas seulement eux, mais aussi les îles du Pacifique où la présence de l'homme est préhistorique. Ils se sont vus imposer le christianisme à Wallis et Futuna. Il n'y a pas plus fanatiques chrétiens que eux. Donc le lavage de cerveau, il avait eu lieu par le christianisme. Nous n'avions plus notre libre arbitre, mais on nous imposait des choses fausses, bien sûr. On nous avait lavé le cerveau. Donc, les cerveaux étaient prêts à accepter n'importe quoi, d'autres. Quand on a vu que, évidemment, le christianisme ne faisait plus tellement recette, les gens ils commençaient un petit peu à se réveiller, hop, on a dit attention, il faut les reprendre en main. Donc, voilà, le prêt-à-penser, c'est on vous dit ce que vous devez penser, et là c'est toujours collectif, mais chacun croit que c'est individuel, parce que les gens sont tellement égocentriques. Ma liberté de penser, moi je pense ce que je veux, c'est pas du tout. Si nous pensons, c'est parce que nous sommes des humains. Nous ne pourrions pas penser si nous étions des animaux. Donc la pensée ne nous appartient pas à nous individuellement, à chacun d'entre nous. Nous pensons tous de la même façon, exactement. Mais la langue qu'on insinue dans nos cerveaux, là, c'est quelque chose qui change la donne. La langue. Je vous ai expliqué le mot pédophile, mais il n'y a pas que ça. La démocratie ne veut pas dire qu'est-ce que vous racontez tous, la démocratie et le peuple, ça ne veut pas dire ça. Le peuple, c'est un autre mot, c'est Laos. Hein? Mais tout est inventé, modifié, faussé, et tout le monde se jette là-dessus. Et tous ceux qui se jettent là-dessus sur ce prêt-à-penser sont tellement fiers de montrer qu'ils font partie d'une élite. Ils ne font pas partie d'une élite puisqu'ils disent tous la même chose. La politique, c'est pareil. Hein. Les politiciens, vous les entendez, bah, eux, quand ils font partie d'un parti, c'est le cas de le dire, ils vont à l'école d'une formation. On leur dit, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Si tu dis pas ça, tu es viré. Pareil pour les journalistes. Je le sais moi-même par ma propre expérience. Il y a de nombreuses années, une journaliste de France Inter avait trouvé mes coordonnées sur la toile. Elle m'avait demandé, c'était quand il y avait vraiment le gros de la crise, au début de la crise ici, 2011-12. Elle m'avait dit, écoutez, je viens en Grèce pour faire un reportage sur la crise. C'est pas un journal, ma radio m'a donné des adresses de personnes à interroger. C'est elle qui décide. Mais moi, je trouve que vous êtes beaucoup plus intéressante. Je veux vous rencontrer. Parce que vous savez plus de choses, de façon beaucoup plus positive. Et plus, si vous voulez, concrète, et puis la vérité surtout. Alors moi, à l'époque, ça faisait 1 an que j'étais ici, même pas, je lui ai dit, non, je suis désolée, moi je n'y connais rien, je viens d'arriver. Par contre, je vais vous adresser à un ami à moi qui est politologue, très connu ici, qui a un certain âge, maintenant il est à la retraite, et lui c'est vraiment sa spécialité. Il est professeur de sciences politiques ici en Grèce, mais il a été directeur de recherche au CNRS à Paris, à Sciences Po, etc. Donc, lui, il va tout vous dire. Et ils se sont rencontrés et elle a obtenu satisfaction. Si elle avait été interrogée les personnes qu'on lui avait indiquées, ça aurait été encore du prêt-à-penser. Bon, la preuve, c'est qu'il y a quand même des gens qui commencent à se réveiller et à comprendre que
faut que ça arrête. Alors, le prêt-à-penser, c'est comme ça. On nous dit ce qu'on doit penser, c'est surtout comment on doit penser. Et puis, on nous fait du terrorisme intellectuel, vous le savez parfaitement. Ça, c'est par contre installé insidieusement sur 2 générations, 2 fois 25 ans. Hein. Ça a commencé un peu avec pas seulement avec la consommation, mais surtout avec le féminisme. Hein. Quand on disait aux femmes, vous savez, si vous ne voulez plus que les hommes vous frappent et vous humilient, vous rabaissent, il faut être indépendante et il faut travailler. Alors, que les hommes frappaient les femmes, c'est vrai. Oui, moi j'ai connu quand j'étais jeune dans mon quartier, je voyais, je savais quel était l'homme qui frappait sa femme, ses enfants. Ça venait de l'alcool bien souvent, très souvent, mais ça, pas seulement. Ça venait du christianisme. Hein, dans le christianisme, la femme est inférieure à l'homme. Bon, donc automatiquement, je ferai un jour une vidéo complète sur pourquoi le féminisme ne peut pas exister, est complètement faux. Hein, parce que l'anthropos, toujours lui, nous, est à la fois féminin et masculin. Hein, c'est un mot qui englobe le féminin et le masculin, et l'homme et la femme ne sont pas séparés. Dans les autres langues, puisque l'anthropos n'a pas de traduction, on met de côté la femme, de l'autre côté l'homme. Et ils sont antagonistes et adversaires. Voilà ce qui s'est installé dans le prêt-à-penser. Vous voyez le fiasco, vous voyez ce que ça donne. Est-ce que les femmes sont libres? Non, elles ont abandonné leurs enfants, leur maison, tout, leur dignité, bien entendu, puisqu'elles n'ont plus de dignité, ces femmes qui font des enfants avec n'importe qui, elles ne savent même pas qui est le père, ou qui trompent, qui sont infidèles, qui abandonnent leurs enfants quand même. Non. Les féministes, elles ont assassiné la féminité, justement. Alors le prêt-à-penser, il a commencé avec tout cela. Je l'ai vu, j'étais jeune, je voyais tout ça. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, bien entendu. Chez moi, j'avais l'exemple de la mère qui était dans son foyer, une mère instruite, mais dans son foyer, un père qui travaillait tous les jours. Oui, il avait un bon salaire parce qu'il avait une bonne place. Et chez nous, par contre, il n'y a jamais eu la télévision. Hein. Mon père préférait nous donner des centaines de livres à lire, et puis de la musique classique aussi. Voilà. Et puis il nous initiait aussi à la peinture, aux beaux-arts. Voilà, c'était nos... Puis à la musique, ma sœur jouait du violon, bon. Voilà, où j'ai été élevée. C'était parfait, je voulais rien d'autre. J'ai suivi l'exemple. Mais j'étais une exception parce que les autres ont suivi le mauvais chemin. Et aujourd'hui, l'humanité se trouve vraiment dans on va dire vulgairement, ça passe ou ça casse. Nous sommes à la 6e extinction massive, la première provoquée par l'activité humaine, très rapidement, parce que justement, ce prêt-à-penser, insinué dans tous les cerveaux de l'humanité, pas tous, mais à 80%. On nous a dit, il faut travailler, travail, ceci, cela, travailler plus pour gagner plus. Je ne sais plus quel imbécile disait ça. Je crois bien que c'était Nicolas Sarkozy, travailler plus. Lui qui n'a jamais travaillé de sa vie, puisque politique, c'est pas un métier, et il n'a jamais rien fait. Donc, travailler plus pour gagner plus. Or, le travail, et ça, Hubert Reeves, si vous connaissez Hubert Reeves, il vous expliquera que le travail, nous le savons, vient du mot trepalium en latin, qui est un instrument de torture à 3 branches, où l'on torturait les gens. Le travail, c'est une torture, c'est-à-dire
le pauvre type qui va à l'usine pendant 8 heures, qui ne décolle pas ses yeux je sais pas moi, de l'appareil avec lequel il travaille, qui reste là pendant 8 heures à bosser, bon, là c'est un travail, c'est une torture en effet. Le reste n'est pas du travail, tout ce qui fait partie du secteur tertiaire, service, ce n'est pas du travail, ce n'est pas de la torture, c'est autre chose. Mais on nous a fait croire que le travail, c'était, ça allait nous sauver, quoi, l'humanité, je ne sais pas pourquoi. Elle n'était pas vraiment en péril, mais là, ça allait nous sauver, si bien que tout le monde travaille. Et travaille, fait n'importe quoi, parce qu'il y a des diplômes, pour être balayeur, il faut un diplôme maintenant. Et on a abandonné l'essentiel, c'est-à-dire le foyer, qui se dit ICOS et qui est l'économie. Hein. ICOS, c'est l'économie. Nomos, c'est la norme, c'est la loi. Donc, Aristote, Xénophon, toutes ces personnes-là avaient trouvé ce que c'était, si vous voulez, la société idéale, avec l'ICOS, le foyer, l'économie, c'est-à-dire l'échange entre foyers, hein, entre groupes sociaux, la maison, la femme à la maison. Xénophon, pas n'importe quel imbécile, avait dit que la femme est comme l'abeille, la reine des abeilles dans la ruche. C'est elle qui s'occupe du foyer, qui s'occupe de tout, et notamment de l'économie. C'est Xénophon qui avait dit ça. Donc le prêt-à-penser a tout, si vous voulez, le prêt-à-penser, excusez-moi, donc le prêt-à-penser a modifié l'ordre naturel des choses. Là où les premiers anthropes avaient pensé en commun, grâce à une langue qui leur était propre, une langue qui leur permettait de fabriquer des outils. Si on n'a pas de langue, on ne peut pas fabriquer quoi que ce soit, ni faire du feu. Au cours des millions d'années, elle s'est retrouvée, cette pensée complètement atrophiée. Alors, je vous redonne un mot d'origine grecque, atrophié, a, préfixe privatif, trophie, en grec moderne et ancien, la nourriture, l'aliment. Atrophié, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas d'aliment. La pensée est atrophiée car elle n'est plus alimentée comme il se doit par une langue parfaite, par une langue juste, correcte, logique. Hein? Il n'y existe plus de logique. Logos a donné le mot logique. Logos, c'est la raison. Il n'y a plus de raison, plus de logique. Donc nous sommes dans le prêt-à-penser, dont je crois que peut-être 80% des humains ne se rendent pas compte. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Moi, qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel? Je ne suis pas plus intelligente que les autres. Vers l'âge de 60 ans, j'ai écrit mon premier livre en grec. J'avais 61 ans. Mon premier livre. Mais il se trouve qu'il était en grec au lieu d'être en français. Ça m'a permis de réfléchir. Ensuite, j'ai commencé mes recherches avec les plus grands scientifiques ici, grecs, qui sont mes amis, anthropologues, économistes, linguistes et bien d'autres encore. J'ai commencé d'abord à les lire, puis à les traduire, puis à faire mes propres recherches grâce
à la littérature ancienne hellénique et au tome que m'avait donné l'éditeur Odysseas Ratzopoulos, qui avait édité mon premier livre. Il est mort 1 an après l'édition de ce livre et il m'avait donné, il m'avait jeté, c'était un homme avec des cheveux blancs comme ça, un peu comme Léo Ferré, tiens, un peu ce style. Il était bourru, mais très intelligent. Et il m'avait dit, tiens, attrape, instruis-toi. Et il m'avait fait cadeau de plusieurs tomes de ses livres de Platon, etc. Je les ai lus, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai eu comme une lumière. C'est pour ça que j'ai envie de vous en faire part, parce que tout le monde peut comprendre, tout le monde. Alors, j'ai mis comme titre de cette vidéo, j'ai mis j'ai oublié quelque chose également. Dans le prêt-à-penser, vous avez un outil très dangereux qui est Wikipédia. Alors là, c'est le pire. Sur Wikipédia, vous trouvez de tout, mais surtout des mensonges, des erreurs. C'est calculé, bien sûr que c'est calculé, c'est fait exprès. On vous fait croire que à l'origine indo-européenne des peuples européens, mais ça n'a jamais existé. Jamais, c'est bien expliqué dans mon livre. Pourquoi? Parce que d'une part, on vous dit, les Africains sont les premiers hommes. D'accord, bon, ils sont arrivés ici, ils ont blanchi en quelques milliers d'années, ils ont fait vite. Hein. Et puis c'est devenu les premiers hommes en Europe. Ensuite, on vous dit indo-européen. Mais qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? Il faut savoir. Nous sommes arrivés d'Afrique il y a quelques milliers d'années. Et puis ensuite, il y a eu une évolution. Ou alors, il n'y avait personne ici, ou des animaux, et puis tout à coup, les Indo-Européens sont arrivés. Bon, écoutez, ça n'a aucun sens. Alors, j'ai mis tout en ordre, hein, comme disait Anaxagore. J'ai mis ce chaos dans l'ordre grâce au nous que nous avons tous, mais qui est endormi pour la plupart des gens, et j'ai tout mis dans l'ordre. Donc, sur Wikipédia, vous trouvez que, évidemment, il a sa page Aris Poulianos, en français, en anglais, en plusieurs langues, mais ils ont du mal à reconnaître ce qu'il a trouvé. Ils le reconnaissent, mais ils n'expliquent pas trop. Ensuite, on nous met, pour les Indo-Européens, la théorie des Indo-Européens, elle est récente. C'est un Allemand qui n'était jamais allé en Inde, il ne connaissait rien, il était linguiste. Tout est expliqué dans mon livre, je ne vais pas donner trop de détails à ce sujet, mais il avait trouvé, au XIXe siècle, il avait dit, voilà, une théorie. Il avait inventé, lui, une langue, avec des mots de sanskrit, de ceci, de cela, un peu de grec, un peu de machin, un peu de ci et de ça. Et il avait dit, voilà, c'est ça, les Indo-Européens. Mais c'est pas possible, puisque Aris Poulianos nous explique que une langue sans peuple, ça n'existe pas. C'est pas possible. Il faut un peuple. Des personnes qui fabriquent en même temps une langue, parce que justement, ils ont un projet en commun, une existence commune, un territoire commun qu'ils partagent. Donc petit à petit, puis c'est par rapport au territoire, bien entendu. Donc ça n'existe pas, les Indo-Européens. Tout cela encore, c'était dirigé contre les Grecs, contre l'hellénisme, contre l'héritage hellénique. Vous comprendrez pourquoi petit à petit.
Donc, Wikipédia nous met dans les origines grecques, des mots grecs, entre parenthèses, entre crochets, des mots indo-européens, mais qui n'ont jamais existé, puisqu'il n'y a jamais eu de peuple indo-européen. Jamais. Jusqu'au 19e siècle, personne n'en parlait, et puis tout à coup, cet allemand, il dit, ah oui, oui, c'est une théorie. C'est une théorie toute simple. De même que ici, pardon, nous ne sommes pas en France ici, de même qu'en France, en fait, la langue française est théorique. Il n'y a pas des Français qui existaient, qui ont inventé la langue française. Puisque c'était des Romains, le bas latin. Ce sont des intellectuels, des linguistes, si vous préférez, qui ont dit « nous allons faire cette langue fabriquée à partir du bas latin qui est majoritairement parlé ici, puis il y avait des dialectes un petit peu partout. On va en faire une langue, et puis elle a mis un bon moment à se fixer. Au XVIe siècle, elle a été fixée. Et la langue que nous parlons maintenant, c'est plutôt le XVIIIe. Donc, les Français, en fait, c'est comme si... c'est comme les Indo-Européens, quoi. En fait, on met la charrue avant les bœufs. Hein. D'abord, on met les mots, et puis ensuite la langue. Non, ça n'a pas de sens. Donc ça n'existe pas. Mais Wikipédia vous met des histoires à coucher dehors. Alors, surtout, Wikipédia, c'est un instrument de l'establishment, un autre. Vous avez eu l'ONU, et puis le FMI, et puis l'UNESCO, et puis Wikipédia, et puis je ne sais trop quoi. Tout cela, c'est mondial. Hein? Tout est mondialisé et donc faussé. Modification de l'ordre naturel des choses. L'ordre naturel des choses, la nature se dit physi, en grec, physique, physico, ça veut dire naturel. Ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport avec le corps. Le corps, c'est soma, c'est somatique. Hein? Somatique, c'est physique. Physique, ça ne veut encore pas dire ce que ça veut dire en grec. Ça veut dire naturel. La nature, c'est physi. Physicien, c'est celui qui s'occupe de la nature, de tout ce qui est naturel. Bon, alors, Wikipédia, surtout ne lisez pas. Oui, on peut, si par exemple on veut savoir quelque chose comme une biographie, la biographie de quelqu'un, on peut regarder Wikipédia. Pas des gens importants, parce que là encore il y a des mensonges, n'importe quoi. Par contre, pour ce qui est important comme l'origine du grec, à la poubelle. Alors, nous arrivons au laïus commun. Le laïus commun est un ensemble de mots, un vocabulaire. Alors, je crois que c'était Orwell qui a parlé de la novlangue. Moi, je ne parle pas de la novlangue. Je parle d'un laïus commun, puisque le roi Laïos était grec, ça tombe bien. Un laïus commun, c'est-à-dire un discours que nous tiennent tous ceux qui ont eu le cerveau lavé et subi ensuite le bourrage de crâne. Il faut laver, le cerveau bien lavé, hop, il a subi le bourrage de crâne, et le laïus commun est le résultat. Ils disent tous la même chose. Alors certains, droite, gauche, moi, ci, moi, ça, moi... Non, ils disent tous. Je n'ai jamais entendu quelqu'un, quel que soit son bord politique, dire « je ne veux pas votre bien, je ne veux pas le bien de ma patrie. » Non, ils disent tous la même chose, mais font semblant d'être opposés. C'est parce qu'on leur a expliqué qu'il fallait faire ça. Hein?
Ça date d'une longue tradition. Et le laïus commun, eh bien, on nous l'instille par petites doses. Moi, ça n'a jamais marché avec moi, jamais. Depuis que j'étais toute petite, et grâce à mon père, bien sûr, je pense que si j'avais pas eu cette éducation, mon père était quelqu'un d'autoritaire, de violent. J'ai jamais dit qu'il était parfait, mon père. Hein. Par contre, il y a eu cette éducation, ce libre arbitre et cette possibilité de connaître des choses, de connaître. Eh bien, moi, ça n'a jamais marché. Mais sur la plupart des gens, ça marche, le laïus commun. Ça marche. Même ceux qui se posent, comme on dit maintenant, les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Je ne connais pas de lanceurs d'alerte, comme on dit actuellement, qui ne soient pas passés par des partis, des gauches, des droites, des socialistes, des machins. J'en connais pas. Il n'y en a pas. Il y en a d'autres qui se prétendent philosophes comme métier. Vous regardez l'une de mes vidéos, l'avant-dernière je crois, ça n'existe pas. Philosophe, ce n'est pas métier, c'est une qualité humaine. Tous ces gens-là, ils ont de l'argent, hein. Évidemment, ils ne sont pas à la rue. Ils gagnent de l'argent grâce à ce laïus commun qui leur permet de vous vendre le prêt-à-penser. Et ça marche. Parce que eux, ils sont riches, ils ont des maisons, ils ont de tout. Vous n'avez rien. Strictement rien. Parce que on en revient toujours au problème de la civilisation, récurrent, ça revient tout le temps. Le peuple, c'est-à-dire la majorité des gens, les pauvres, et puis une poignée de voleurs, de menteurs, d'escrocs, qui a le pouvoir, à tout, possède tout, tous les biens. On en revient toujours. Et maintenant, actuellement, avec cette crise du coronavirus, qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la mondialisation, nous voyons que chacun est devenu docteur en épidémiologie, puisque chacun sait mieux que tout le monde. Et voilà encore le laïus commun autour de Covid-19, puisque c'est son nom, on ne dit pas du Covid, mais de Covid. C'est un nouveau coronavirus, puisque le coronavirus est un virus découvert il y a très longtemps, et dont s'est bien occupé il y a une dizaine d'années le docteur Didier Raoult, qui est un homme connu internationalement. Donc nouveau parce qu'il est nouveau. Covid-19, c'est son nom. 19, c'est parce que c'était en 2019. Donc Covid, c'est comme on disait le Concorde, mais c'était Concorde, c'était le nom de cet avion, c'est pareil. Alors, Covid-19, c'est sur toutes les langues, tout le monde en parle. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Je sais que des épidémies et pandémies existent depuis que les hommes existent, depuis que l'humanité existe. Ça a toujours existé, ça a toujours tué. Je pense donc qu'actuellement, nous sommes tout de même dans une phase de l'histoire de la civilisation où nous avons toutes les possibilités de découvrir un vaccin et d'enrayer cela plus rapidement qu'on l'a fait à l'époque, par exemple, de la grippe espagnole, bien entendu. Elle avait tué 70 millions de personnes, mais à l'époque, il y avait 2 milliards d'habitants sur Terre. Maintenant, on en a presque 8. Donc vous voyez, actuellement, nous avons des dizaines et des centaines d'épidémiologistes qui tous se concertent, tous essaient, et on va guérir grâce au vaccin.
Voilà, c'est tout. Le laïus commun est encore en train de frapper parce que vous voyez des gens qui se réunissent, que ce soit à Berlin, en France, en Grèce ici, un peu partout, pour protester contre les mesures prises, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que le virus est quelque chose qui existe et qui se propage d'homme à homme et qui tue, qui peut tuer. Je viens de perdre quelqu'un ici en Grèce, de très proche. Quelqu'un de 65 ans qui n'avait aucune maladie. Il est mort, un pope orthodoxe, un ami. C'est pas parce que je suis athée que je n'ai pas d'amis pope. Il vient de mourir, le pauvre, du coronavirus. Sa femme était avec lui à l'hôpital, elle a beaucoup souffert, elle nous a raconté, mais elle a été sauvée. Donc, ça existe. Alors, si vous voulez tirer parti de toute cette connaissance qui n'est pas mon fait, mais qui est quelque chose que j'ai réussi à synthétiser pour vous, pour ne pas le garder évidemment pour moi, qu'est-ce que j'en ferai toute seule? Bon, vous pouvez déjà commander mon livre. Le fait que nous soyons confinés n'est pas un problème. Je viens de recevoir ma carte bleue de France de la banque BNP qui se trouve à Nice. Elle a mis 1 semaine pour arriver, alors que d'habitude ça mettait 1 mois les dernières années. Donc vous voyez, ça a été encore plus vite. Les postes sont ouvertes ici à Athènes pour que je puisse vous envoyer le livre. Mais également, si vous ne voulez pas commander ce livre pour une raison ou pour une autre, mettez-vous à mes vidéos pendant que vous êtes confinés. Hein? Je vais tâcher d'en faire une très rapidement encore prochainement. Je vais essayer. Je ne vous promets rien parce que je vous avoue un peu ma paresse. Je suis un petit peu paresseuse pour faire les vidéos. Je préfère écrire. Voilà. Donc faites-le, commandez. Moi je sais que j'ai de bons résultats, des lecteurs, des jeunes qui prennent le livre et qui n'ont pas l'habitude de lire, qui n'aiment pas lire, hein, mais qui le prennent et puis qui comprennent, parce qu'il est facile à comprendre. Hein. Ils disent voilà, il faut que je fasse ça, ça. Ils ont des enfants, etc. Donc si vous voulez, essayez de vous départir de ce laïus commun, réfléchissez quand vous dites un mot que tout le monde dit et que vous ne disiez pas, que vous n'aviez pas appris à l'école et qui existe maintenant, essayez de chercher et de vous demander quand est-il apparu, qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi est-ce que je le dis, etc. Faites cet exercice, vous verrez. Faites-le. Et donc moi je vous dis à la prochaine et puis j'espère que il n'y a pas parmi mes lecteurs et auditeurs trop de cas de coronavirus, c'est tout ce que je nous souhaite à tous. Et puis ça va bientôt passer, l'année prochaine, ce sera terminé. Je vous dis au revoir.